question du bonheur, il y a plusieurs thèses, il y a plusieurs théories importantes dans l'histoire de la philosophie. On a coutume de considérer, bien que ce soit contestable, je vais y revenir, on a coutume de considérer le bonheur comme étant le but naturel de l'être humain, l'un des buts naturels de l'être humain, et donc un but qui, s'il est naturel, est universel, concerne tous les êtres humains qui sont en recherche de bonheur, d'accomplissement, d'épanouissement personnel. C'est une chose qui est affirmée très tôt dans l'histoire de la philosophie. Par exemple, Platon, dans un dialogue qui s'appelle Eutydème, Platon affirme clairement que le bonheur est le désir naturel des êtres humains. Il y a même un philosophe qui va plus loin, qui est l'un des disciples de Platon, qui est Aristote, qui est à la fois un disciple et puis en même temps qui a rompu avec son maître pour certaines raisons théoriques. Et Aristote, dans son célèbre ouvrage Éthique à Nicomaque, Aristote dit non seulement que le bonheur est le but naturel de l'être humain, donc un but universel, mais il dit même que c'est le désir ultime, le souverain bien, ce qu'il appelle le souverain bien. C'est-à-dire que pour Aristote, nous désirons toutes les choses à la fois pour elles-mêmes, sans doute, mais aussi pour être heureux. Il y a un célèbre passage où Aristote dit « Mais pourquoi désirons-nous la connaissance, la sagesse, la santé ?» Et on pourrait ajouter la gloire, les honneurs, la considération, la reconnaissance, la réussite. Pourquoi est-ce qu'on désire toutes ces choses? Aristote nous dit d'abord parce qu'elles ont une valeur en soi. La sagesse a une valeur en soi, le progrès personnel, la connaissance, la santé a une valeur en soi, mais nous les désirons aussi pour être heureux, pour être heureuses. Or, nous dit Aristote, donc elles ont une valeur absolue, si vous voulez, prise en elles-mêmes, elles ont une valeur relative, c'est-à-dire pour le bonheur qu'elles nous permettent d'atteindre. En revanche, Aristote nous dit, le bonheur lui-même, être heureux, si vous voulez, c'est le désir ultime de l'être humain, parce que si vous demandez à quelqu'un pourquoi il désire être heureux, il faut dire, pour être heureux. J'ai le bonheur pour autre chose. Toutes les choses que je le désire pour être heureux ou pour être heureuse. Et le bonheur, je ne le désire pas pour autre chose que lui-même. Donc c'est un désir absolu, si vous voulez, et c'est pour Aristote le souverain bien. Il y a un auteur qui va encore plus loin. Donc vous voyez, désir naturel et universel, le bonheur, désir même ultime, souverain bien, désir absolu qui vaut pour lui-même. Et il y a un auteur qui va encore plus loin, là on enjambe les siècles si vous voulez, on passe de l'Antiquité grecque du IVe siècle avant Jésus-Christ au XVIIe siècle, et on peut penser à Blaise Pascal. Et Blaise Pascal, dans une section de ses pensées, alors pensées, ce n'est pas le titre qu'a donné Blaise Pascal, on a publié ses fragments posthumes, on leur a donné le titre Pensées, il y a un fragment qui s'appelle Souverain bien. Je vous en prie. Pas de souci, c'est une arrivée cinématographique. On vous laisse vous placer, là, voilà. Pas de souci. Donc Blaise Pascal, dans un extrait qui s'appelle justement Souverain bien, dit la chose suivante, je vous cite le passage. Il va jusqu'à dire, Blaise Pascal, qu'en fait, cette quête du bonheur, elle est derrière tous nos faits et gestes, derrière toutes nos actions. Que tout ce qui motive toutes les entreprises humaines dans l'existence, c'est cette recherche du bonheur, c'est cette quête d'être heureux, d'être heureuse. Je vous cite le passage, qui est très célèbre. Vous pouvez le retrouver sur Internet, rien qu'avec la première phrase. Tous les hommes recherchent d'être heureux. Tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but, ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas, et ce même désir qui est dans tous les deux, accompagné de différentes vues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on désire tous être heureux, puis selon la représentation qu'on a du bonheur, on fait différentes actions. Mais quelle que soit cette diversité d'actions, elles sont toutes, si vous voulez, subsumées, elles sont toutes regroupées sous le même signe, sous la même quête, qui est la quête du bonheur. Chacun a son chemin pour trouver le bonheur, mais le bonheur est toujours derrière toutes nos actions. Regardez ce qu'il ajoute. La volonté ne fait jamais de démarche que vers cet objet. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la volonté de l'être humain, elle vise toujours ce qui est bon, au moins pour lui, ce qui est le mieux, ce qui est le moins mauvais, si vous voulez. Et il ajoute, à la fin de ce paragraphe, c'est le motif de toutes les actions de tous les hommes. Le motif, c'est ce qui motive, motion en anglais, c'est le mouvement, c'est ce qui produit le mouvement. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même ceux qui se suicident n'ont pas abandonné la quête du bonheur. C'est juste par défaut, ils préfèrent ne plus être que d'être souffrants. C'est encore un moindre mal pour eux. Donc vous voyez, la thèse dont on va partir, je sais qu'elle est contestable. Il y a des philosophes qui ont dit qu'on ne cherche pas le bonheur. Justement, c'est peut-être parce qu'on ne cherche pas que le bonheur que
C'est difficile d'être heureux peut-être, on va voir ça, mais en tout cas, on peut partir de cette hypothèse que le bonheur, c'est peut-être un désir naturel et donc universel à l'être humain, que c'est peut-être quelque chose qui vaut pour soi-même. Hein. On ne désire pas le bonheur pour autre chose, on désire le bonheur pour être heureux. Et c'est peut-être ce qui motive en fait toutes nos actions. Même quand on est altruiste, on agit pour les autres parce que ça nous rend heureux, si vous voulez. Il y a toujours cette quête d'accomplissement, ou en tout cas de bien, même de bien égoïste pour nous. Hein. Le problème, c'est évidemment de savoir quelle définition on donne du bonheur. Ce sera ma première question, vous pouvez déjà la préparer si vous voulez, parce que c'est bien beau de dire que c'est un désir universel, qu'il est naturel à l'être humain, que c'est un désir ultime, qu'il est derrière toutes nos actions, toutes nos entreprises, tous nos projets. Mais alors c'est quoi être heureux? D'accord, mais enfin, on n'est pas rentré dans le problème. De l'autre côté de cette expression « avoir tout pour être heureux », il y a le verbe « avoir ». Alors, avoir, on est toujours dans la dichotomie « avoir » et « être ». Alors, il y a déjà une différence entre effectivement « avoir », posséder, détenir et « être ». Peut-être qu'il y a même une divergence, hein, une incompatibilité entre la logique de l'accumulation, l'appropriation, la détention, et la logique de l'accomplissement. Peut-être qu'il y a une divergence entre l'avoir et l'être, je ne sais pas. En tout cas, il y a une différence, supposée, hein, par la question. Avoir, c'est un terme très ambigu, parce qu'en fait, avoir, c'est à la fois très matériel. Hein, on a une maison, on a une belle voiture, on a une belle situation. Et puis en même temps, c'est très immatériel, parce qu'on a des amis, on a de la chance, on a des relations. Donc c'est à la fois très matériel, très matérialiste, très consumériste même, avoir. Et puis en même temps, avoir, c'est très intangible, c'est très immatériel. Quand on a de la chance, quand on a la santé, comme on dit, on a quelque chose qui n'est pas forcément matérialisable, si vous voulez. Donc attention au terme avoir qui est très ambigu. Et puis le dernier élément de la question, c'est tout. Alors c'est quoi cette totalité, avoir tout pour être heureux? Alors d'abord, tout ce qui est nécessaire au bonheur. Mais on va voir l'un des paradoxes, c'est que peut-être que tout ce qui est nécessaire au bonheur, c'est très peu de choses. Finalement, peut-être qu'on a déjà tout pour être heureux. Hein. Peut-être que la plupart des personnes ont déjà tout pour être heureuses. Hein. Et le problème, c'est de savoir pourquoi elles ne sont pas heureuses alors. S'il suffit de peu de choses. Ça, c'est le problème du contentement. Le bonheur comme étant content, se contenter d'eux. Hein. Et puis le tout, c'est évidemment tout ce qu'on désire. Et là, c'est autre chose. Parce qu'avoir tout pour être heureux, si c'est avoir tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on fantasme, tout ce dont on rêve, là, c'est un peu la boîte de Pandore. C'est on ouvre la porte de l'indéfini du désir humain. Puis dernière considération sur ce sujet, pour bien poser les choses, et avant ma première question, que j'ai un peu déflorée, vous savez quelle va être ma première question, c'est qu'évidemment, cette expression est paradoxale, non seulement en elle-même, hein, avoir tout pour être heureux, mais elle est d'autant plus paradoxale qu'on l'emploie pour des personnes qui ne sont pas heureuses, souvent. Hein, souvent on dit « elle a tout pour être heureux »,« elle a tout pour être heureuse »,« tu as tout pour être heureux », puis la personne n'est pas heureuse. Hein, c'est bizarre, parce que de l'extérieur, hein, en apparence, parce qu'on n'est pas dans la tête des gens, évidemment, les gens ont tout, toutes les conditions, une situation qui devrait favoriser le bonheur, tout est présent, tout est là, hormis le bonheur. Il n'y a qu'un seul absent, c'est le bonheur. C'est le paradoxe. Peut-être même que c'est parce qu'elles ont tout qu'elles ne sont pas heureuses. On verra, c'est aussi peut-être un paradoxe. Et c'est d'autant plus un paradoxe que certains philosophes ont défini le bonheur comme une absence. Par exemple, des philosophes comme Schopenhauer ou comme Épicure définissent le bonheur comme une absence de souffrance. Alors, si le bonheur est une absence, est-ce qu'il peut vraiment être ressenti? C'est un problème. C'est un problème. Vous savez, c'est la formule de Jacques Prévert, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. C'est quand on l'a perdu, on se dit, bah oui, j'étais heureux, en fait. Je ne me suis pas rendu compte. C'est le problème de la conscience du bonheur. C'est le problème de savoir si on peut être heureux sans le savoir aussi. Ça, c'est un vaste problème. Donc voilà un peu pour ce préambule. Alors, ma première question ne va pas vous surprendre. Il faut quand même qu'on clarifie un peu les choses. C'est quoi être heureux? Que signifie être heureux pour vous? Si on devait donner une définition, si on devait, je ne sais pas, si c'est possible, définir le bonheur, en tout cas, dire ce qu'il signifie à vos yeux, avant de se poser la question de l'avoir et de avoir tout. C'est quoi le bonheur? C'est quoi être heureux, être heureuse pour vous? Et ne me dites pas, je ne sais pas, parce que c'est forcément une idée, parce que vous êtes quand même en quête de bonheur, au moins à un moment de votre vie. Donc ça suppose quand même d'avoir une représentation de ce qui peut être. Alors à tort ou à raison, après elle peut être illusoire, elle peut être... Voilà, je ne dis pas, mais vous avez forcément une idée du bonheur. C'est d'être en vie et en bonne santé. En vie et en bonne santé, oui, ça c'est déjà... je dirais, on va y venir, c'est peut-être ce qu'il y a de plus essentiel pour être heureux, et peut-être aussi se sentir vivant, être en vie et se sentir vivant, être en bonne santé.
Madame, oui. Ne plus avoir besoin d'eux, c'est-à-dire ne plus être tout le temps dans la recherche de quelque chose qui peut combler son propre être. Pas de sentiment de manque? Oui, pas de sentiment de manque? Pas de sentiment de manque, c'est ça pour résumer, c'est ça. Pas de sentiment de manque. D'accord. Hélène? Moi, ça passe par être bien avec moi. Par être? Être bien avec moi. Être en accord avec soi-même, être bien avec soi-même. En accord, mais... Conditions physiologiques, être en bonne santé, être en vie, avoir une vitalité aussi. Être en vie, avoir une vitalité, ou peut-être même se sentir vivant. Ne pas ressentir de manque, conditions plus psychologiques, et une forme de bien-être. Voilà. Ah, ça veut dire que pour être pleinement heureux, selon vous, il y a un cheminement personnel. Voilà. D'accord. Qui est nécessaire, notamment par le fait de se connaître soi-même. De vraiment se connaître. Ne pas se mentir, par exemple, sur ce qu'on vit ou sur la situation. Se connaître, ça permet ensuite effectivement de prendre conscience de ce qui nous rend vraiment heureux. D'accord. Ok, oui, tout à fait. Alors, il y a, comment dirais-je, j'ai pas d'objection, moi je suis pas là pour faire des objections là-dessus, puis je trouve que c'est très cohérent. Il y a des remarques intéressantes d'Emmanuel Kant là-dessus, où il nous permet de distinguer le plaisir, ou des petits plaisirs, et le bonheur. Parce qu'on pourrait dire qu'être heureux, c'est des petits plaisirs accumulés ou une somme de petits plaisirs, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait le cas. Parce qu'on peut avoir de petits plaisirs dans la vie et ne pas être heureux. On peut très bien être malheureux dans l'existence ou simplement ne pas être heureux, puis aller prendre un bon café, boire un bon vin, déguster une bonne glace, assister à un beau coucher de soleil. On a des petits plaisirs, on n'est pas heureux. À l'inverse, on peut être très heureux, et puis c'est cumulatif, et avoir aussi des petits plaisirs. Et ce qui permet de différencier le grand bonheur, peut-être dont vous parliez tout à l'heure, et des petits plaisirs, c'est la joie. C'est peut-être un sentiment plus profond que le plaisir. Un sentiment intérieur qui est... Parce que le plaisir, il n'est pas que physiologique. Faut pas, j'ai parlé du café, de la glace, etc. Il y a des plaisirs esthétiques aussi. Il y a des plaisirs même... il y a des gens qui aiment beaucoup les mathématiques, qui ont des plaisirs à résoudre des énigmes ou des équations. Ça peut être intellectuel. Mais la joie, elle donne peut-être un approfondissement plus global et moral, si vous voulez, au sens de la sphère psychique, par rapport au plaisir qui est souvent plus local, peut-être plus localisé et temporaire. Et Kant nous dit le bonheur, il a 3 caractéristiques. Il a d'abord le caractère englobant. Être heureux dans la vie, c'est une totalité. C'est difficile de dire je suis heureux dans l'existence, mais je suis très malheureux dans mon travail. Ou ça ne va pas dans mon travail. Ou je suis très heureux dans la vie, mais ça ne se passe pas bien dans mon couple. Le bonheur, c'est une totalité. C'est une totalité, c'est une harmonie. C'est-à-dire, c'est la correspondance des différentes parties de votre vie qui, vous savez, l'harmonie, c'est la concordance, comme dans un accord de musique. Une harmonie, c'est la concordance des sons. Donc, le bonheur, c'est une totalité, c'est une pluralité dans l'existence, sous la forme d'une harmonie où les éléments de votre vie se répondent et ont un certain équilibre, si vous voulez. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique du bonheur, c'est la durée. On n'est pas heureux de 5 à 7. On n'est pas heureux, tiens, j'étais très heureuse de midi à 2. Et puis après, c'était pas... Non, quand on est heureux dans l'existence, c'est une certaine durée, c'est sur une certaine période, c'est peut-être sur un certain moment de la vie, dont on peut espérer qu'il dure longtemps ou qu'il soit renouvelé, qu'il soit récurrent, mais c'est une certaine durée. Puis troisième chose, c'est l'intensité, c'est-à-dire que le bonheur, ce n'est pas simplement des petits plaisirs, c'est quelque chose peut-être de plus profond, de plus intense, pas forcément de plus intérieur, mais en tout cas quelque chose de plus profond. Et le problème, c'est, vous me voyez venir sans doute, c'est que le plaisir, c'est toujours une réalité. Quand on a du plaisir, on éprouve du plaisir. Le problème du bonheur, c'est que c'est un idéal. Et comme c'est un idéal, alors ça peut être une réalité, quelqu'un peut être vraiment heureux, mais en même temps, le bonheur, c'est une quête, c'est un idéal. Le plaisir, on sait quand il est là, quand il n'est pas là. Le bonheur, c'est plus compliqué. Et Kant, il appelle ça une idée de l'imagination. Un idéal de l'imagination, une idée de l'imagination. Pourquoi ? Parce qu'il est fait de fantasmes, il est fait de représentations collectives, le bonheur. Il dépend d'ailleurs des sociétés. On n'a pas la même image du bonheur à différents moments du temps ou de l'histoire. Et donc, le bonheur, je vais y revenir, c'est difficile de savoir comment l'atteindre, justement. Ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, de rationnel de ce point de vue. Alors, ma deuxième question, si on dit que le bonheur, c'est une totalité, une durée dans l'existence, que c'est une harmonie personnelle, que c'est quelque chose qui a une certaine intensité, une profondeur en nous,
que c'est quelque chose qui est lié à l'imaginaire, que c'est un idéal qui peut être réalisé, mais qui a cette ambiguïté d'être à la fois une quête d'un idéal, être heureux, et en même temps une réalité qui peut-être traverse nos vies, une fois qu'on a dit ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, je sais qu'elle est un peu compliquée cette question, pourquoi c'est si difficile d'être heureux? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile d'être heureux? Oui, Axel. Parce que c'est une quête. Parce que c'est un idéal, justement. Ah, c'est le côté indéfini. Une quête, c'est quelque chose. Comment on peut savoir si on est heureux si c'est une quête perpétuelle? Ah oui, parce qu'une quête, c'est un mouvement, c'est une dynamique. Et donc, si on est toujours en quête de bonheur, finalement, on ne peut jamais s'arrêter, quoi. On a des étapes. Si on est dans cet état de quête, comment on peut le ressentir? Comment ça peut être une réalité si c'est considéré comme toujours une quête? Oui. Ça, c'est vrai, parce que le bonheur, c'est peut-être un état, on l'a dit, un état d'harmonie. C'est peut-être le résultat d'actions qu'on entreprend qui nous amène à un retour. C'est peut-être une satisfaction dynamique. On fait des actions qui nous procurent une certaine forme de satisfaction. C'est aussi le résultat de la chance dans certains cas. C'est ça qui est paradoxal, c'est l'effet de circonstance. On a des bonheurs dans l'existence parce qu'on fait de belles rencontres. Alors, encore que peut-être qu'elles sont suscitées, parce qu'on est ouvert aux rencontres aussi. On est ouvert à... Je ne dis pas que tout arrive par un pur hasard. Donc, le bonheur, il a cette ambiguïté. Mais si c'est une quête, effectivement, comment on peut être heureux, sachant qu'on est toujours en mouvement? Oui, Bruno? Oui, c'est vrai, parce que le plaisir, il est concret. J'ai eu beaucoup de plaisir dans cette circonstance, je n'ai pas de plaisir, voilà. Et quand on vous pose la question, je ne sais pas, quand on vous pose la question à d'autres personnes, est-ce que tu es heureux? La réponse, elle n'est pas... c'est pas si simple en fait. La personne va peut-être se questionner. Et peut-être même, je vous signale le paradoxe, ça me fait un peu anticiper, mais on y reviendra plus tard, peut-être que la personne en fait est heureuse sans le savoir. C'est un problème, je sais que ça peut être étonnant de le dire, il y a une phrase de Montesquieu célèbre sur laquelle je reviendrai. Montesquieu à un moment, il dit « Il faudrait convaincre les hommes du bonheur qu'ils ignorent, lors même qu'ils en jouissent. » C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, il y a peut-être une conscience redoublée du bonheur. Mais justement parce que c'est moins concret que le plaisir, parce que le plaisir, voilà. Donc c'est vrai, c'est un problème. Hein. Je comprends qu'on puisse refuser la distinction entre bonheur et plaisir. Hein. Ça, je comprends tout à fait. C'est une proposition. Hein. Alors oui, je dirais peut-être que si on voulait prendre le curseur de la durée, on pourrait dire que le bonheur, il est plus durable que le plaisir, même s'il n'est pas à durée indéterminée, même si ce n'est pas un CDI, quoi. Parce que peut-être que le plaisir, il est plus local ou sectorisé. J'ai un plaisir esthétique à aller au musée, j'ai un plaisir à manger une bonne glace, j'ai un plaisir à revoir un ami que j'aime bien, à assister à un coucher de soleil, à résoudre un exercice, à progresser en mathématiques, à faire un match de tennis. Mais être heureux dans un moment de sa vie, c'est peut-être un peu plus global et durable. Peut-être que... Mais voilà, c'est une proposition. Hein. Donc effectivement, peut-être que ce qui est difficile, c'est les conditions. On parlait de la santé, de la vitalité, d'un équilibre psychique minimal, d'une certaine conscience, peut-être de la capacité à vivre dans l'instant présent. Donc c'est des conditions qui finalement paraissent simples, mais en réalité, j'ai tendance à penser, peut-être que je me trompe, que le bonheur, en fait, c'est un exercice. C'est lié à une façon d'exercer, comment dirais-je, son aptitude à être heureux. Alors, il y a des gens qui ont une aptitude naturelle, je trouve, à être heureux, qui sont heureux de vivre, la joie de vivre, qui sont joviales, allègres, etc. Puis il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué, ça va demander de travailler cette aptitude. Hein, mais on voit que ce qui peut rendre difficile le bonheur, c'est ces conditions qui sont nécessaires et qui font que derrière l'apparence de caractère accessible, hein, c'est pas si facile. Alors il y avait vous, puis après, on n'a pas parlé de conditions matérielles, vraiment, etc. Parce qu'on est quand même dans un monde consumériste et moi je vous parlais d'Instagram, hein, quand on se connecte aux réseaux sociaux. L'image qu'on nous donne du bonheur, c'est pas juste la conscience d'exister, c'est pas très spectaculaire, c'est pas photogénique ça. Je veux dire, on met pas ça en les sociaux, encore que on peut mettre ça en scène, mais enfin bon, c'est une intériorité. Il y a un philosophe qui en a beaucoup parlé, c'est Épicure. Hein. Épicure, lui, mais alors ça va pas te plaire Axel, parce qu'Épicure il définit le bonheur comme un état. Il dit c'est l'absence de souffrance, c'est l'absence de souffrance physique. Il appelle ça l'aponie. Hein. Ponos en grec, c'est la peine, c'est la souffrance. Aponie et ataraxie.
Ataraxie, c'est l'absence de souffrance psychique. Donc ça veut dire satisfaire les besoins du corps, boire, manger, dormir, la sécurité, le sentiment de sécurité. Il ne met pas le sexe dedans, alors ça a toujours été l'objet d'interrogation. Bon. Et avoir des rapports amicaux, fraternels, d'intégration à un groupe, d'échanges sociaux, etc. Et alors Épicure ne dit pas, quand je disais que c'est rudimentaire, Épicure ne dit pas qu'il faut refuser l'abondance. Mais il dit quelque chose de précis, il dit qu'il faut savoir se contenter de peu pour pouvoir se réjouir d'exister. Pourquoi ? Parce que si on est habitué à avoir beaucoup, des mets délicieux, des vins délicats, une forme d'abondance, etc., dès qu'on en est privé, on va vivre ça comme une insécurité, on va être vulnérable. Alors que si on sait se contenter de peu, on va jouir d'autant plus des moments d'abondance sans avoir peur de les perdre. Donc si vous voulez, par rapport à l'avoir, c'est l'idée d'Épicure, c'est savoir revenir aux choses essentielles. Alors c'est vrai que c'est un état, Axel, c'est l'état de l'absence de souffrance, accompagné de satisfaction, d'une vie sociale agréable, accomplie, et qui permet de jouir d'autant plus de moments d'abondance. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à définir le bonheur comme un état. Ce qui fait son instabilité, c'est peut-être que c'est un mouvement, et que la vie est toujours en mouvement, que justement l'état et nos états sont toujours un peu précaires. Mais finalement, vous voyez le paradoxe, c'est difficile d'être heureux, et en même temps, quand on lit quelqu'un d'Épicure, ça devrait être très simple, si on savait se contenter du nécessaire. Le problème de l'être humain, c'est justement de savoir se contenter ou pas du nécessaire, sachant qu'il ne veut peut-être pas justement que le nécessaire. Donc à la fois, en apparence, très simple d'accès, très limité dans les conditions qui doivent le permettre d'émerger, et en même temps difficile à mettre en place. Oui, Hélène. Et après. Là, on parle du bonheur. Dans la question avoir tout pour être heureux, il y a le terme avoir. Mais je dirais, est-ce que le paradoxe du bonheur, c'est qu'il ne faut pas chercher à avoir, mais il faut aussi savoir se défaire, se décharger. De quoi est-ce qu'il faut se défaire pour être heureux ? Parce qu'on pense souvent le bonheur comme le fait d'acquérir, avoir, obtenir. Mais est-ce que l'une des conditions du bonheur, c'est pas se défaire, se décharger, se délester ? Et si oui, de quoi ? Et alors vous m'avez dit donc, le négatif, les sentiments négatifs, une abondance qui n'est peut-être pas nécessaire, une forme de parasitage de ce qui n'est pas, comment dirais-je, nécessaire pour le fait d'être heureux, un certain conditionnement, une éducation. Alors, ça renvoie à beaucoup de choses parce que j'ai évoqué Épicure tout à l'heure. Épicure, il dit très simplement, dans sa lettre, il écrit une lettre à Ménécée, qui est très célèbre, il dit que d'abord pour être heureux, il faut se défaire de la peur de la mort. Se défaire de la peur de la mort, des peurs en général, de l'anxiété, de l'inquiétude, mais l'une des grandes peurs dont il faut se défaire, c'est la peur de la mort, parce qu'elle empêche de vivre sereinement, de vivre pleinement, voilà. Et d'ailleurs, il le résume dans une phrase très célèbre, « Le soin de bien vivre et de bien mourir ne font qu'un ». Hein. Donc si on vit avec la peur de mourir, si on vit hanté par notre finitude, notre mortalité, ça va grever toute notre existence. Hein. Donc c'est le thème, si vous voulez, de la pensée ou de la philosophie comme médecine de l'âme, pour guérir psychiquement, psychologiquement, comme disait Françoise, de maux, de peur, d'angoisse, d'anxiété, d'inquiétude, de colère, de ressentiment, d'animosité, etc., de tout un ensemble d'éléments négatifs dont a parlé Bruno, qu'il faudrait passer au tamis, qu'il faudrait pouvoir laisser de côté ou désactiver, défaire, y compris peut-être certains conditionnements, etc. Avec l'idée que peut-être pour être heureux, il faut choisir les choses pour soi, en fonction de soi. C'est-à-dire non pas se mentir à soi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, non pas simplement dupliquer une éducation des schémas sociaux ou familiaux, mais se demander profondément, je dirais, ce pourquoi on est fait ou ce qu'on veut vraiment faire dans la vie. Pas forcément de façon individualiste ou égoïste, mais, comment dirais-je, décider pas simplement à partir du mental, de l'analyse, etc., faire une étude de marché, si vous voulez, mais avant l'étude de marché, savoir ce qu'il y a dans le cœur, qu'est-ce qu'on veut profondément. Et après, éventuellement, savoir quelles sont les circonstances qui permettent de réaliser le projet. Donc voilà peut-être tout ce dont il faut se défaire. Alors ma question est simple. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent « ça c'est bien beau, mais c'est très rudimentaire, ça manque d'ambition, ça manque de projet, ça manque de perspective ». Quand on regarde la façon dont les personnes rêvent leur bonheur, je sais bien qu'on est dans une société consumériste, les représentations qu'ils ont souvent ne se réduisent pas à
au minimum du matériel, comment dirais-je, à la conscience d'exister, il y a l'idée que le bonheur, c'est aussi une conquête, et une conquête de certaines choses, et de réaliser certaines choses dans la vie. Est-ce que ça pose pas problème? Oui, madame. Oui, mais après, je pense que c'est quand même... Tout à fait. Alors ça me fait penser à un livre du XVIIIe siècle de Réau de Seychelles, ou des Seychelles, Théorie de l'ambition. Où, en fait, il dit la chose suivante, il dit comme de toute façon, on connaîtra toujours la médiocrité humaine, on va toujours rencontrer la mesquinerie, la médiocrité chez les gens, l'envie, la jalousie. Il dit autant viser haut. Parce qu'autant connaître la médiocrité humaine en visant de grandes choses que dans un petit périmètre. Donc il y a aussi l'idée de l'ambition personnelle. Voilà, après, c'est une théorie qui dit finalement, médiocrité il y a toujours, autant essayer d'agrandir son cercle, etc. Mais ça n'est qu'une façon de voir, parce que c'est peut-être simplement un modèle social qui est un modèle économique contemporain. Hein. Le plus des uns et le minimum des autres, et second. Tout à fait. Mais alors, En fait, le bonheur est très subjectif. le bonheur est subjectif, mais je vais ajouter quelque chose à ma question. C'est vrai que vous avez raison, le curseur du matériel est subjectif. Le questionnement aussi dont parlait Hélène est subjectif. Parfois, je me questionne pour rien. Parfois, les questions s'imposent à moi parce que j'ai besoin d'avancer dans la vie et je suis dans une impasse, il faut bien que je me questionne pour avancer. Je vous cite une autre phrase de Montesquieu, parce que tout à l'heure, je vous ai cité une phrase où il disait qu'on peut être heureux sans le savoir. Vous allez me dire si vous êtes d'accord et si ça correspond à l'époque contemporaine. Donc c'est tiré des pensées de Montesquieu. Il dit la chose suivante, si l'on ne voulait qu'être heureux, si on voulait que ça, hein, si l'on ne voulait qu'être heureux, virgule, cela serait bientôt fait. Si l'on ne voulait qu'être heureux, cela serait bientôt fait. Mais on veut être plus heureux que les autres. Mais on veut être plus heureux que les autres. Et cela est presque toujours difficile. Mais on veut être plus heureux que les autres, et cela est presque toujours difficile, parce que nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne sont. Parce que nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne sont. Ça vous parle, ça ou pas? Parce que le problème de la quête de bonheur, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Axel de la quête du bonheur, c'est est-ce qu'on cherche à être heureux, est-ce qu'on cherche à être plus heureux que les autres? Et c'est vrai que je parlais des réseaux sociaux, de Facebook, d'Instagram, de tous les réseaux sociaux que vous... C'est-à-dire qu'on se connecte et les gens, ils mettent en scène leur existence. Je veux dire, ils se contentent pas de vivre... Ils mettent un petit peu en scène leur existence. Et donc, effectivement, je ne dis pas qu'il y a un affichage ou un étalage d'un certain type de bonheur un peu stéréotypé, mais parfois, ça me fait un peu cette impression. Est-ce que vous êtes... Alors, il y a plusieurs affirmations dans la phrase de Montesquieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il y a une rivalité humaine dans la quête du bonheur? Oui? Non, pas forcément. Vous me faites penser... Alors, il y a une réflexion de Benjamin Constant. Il fait un discours à l'Assemblée nationale, l'Assemblée parlementaire. Je ne me souviens plus de la date où il distingue, c'est un texte célèbre où il distingue deux types de liberté. Il y a la liberté des sociétés de l'Antiquité et la liberté moderne des droits individuels. Et il dit, il est influencé par les Américains, vous savez, le droit de chercher the pursuit of happiness, le droit de chercher le bonheur. Mais il dit en même temps, parce que je trouve qu'il y a une ambivalence dans ce que vous dites, il y a à la fois la quête d'un bonheur personnel, domestique, familial, relationnel, social, et il dit l'être humain, il est fait pour quelque chose de plus, pour chercher à se perfectionner humainement. Ce qui ne veut pas forcément dire être heureux. Et même, je vais être délibérément polémique, peut-être que plus on a d'adversité dans la vie, plus ça permet de grandir aussi. Mais ce n'est pas forcément des bonheurs. Donc c'est toute l'ambiguïté, parce que vous me dites qu'il faut savoir se contenter pour être heureux, ce qui est tout à fait juste, et on raisonne sur le fait que c'est très dur de se contenter dans un univers social, et en même temps, vous me dites qu'il faut aussi s'enrichir en s'ouvrant au monde, aux autres, etc. C'est une perspective d'accomplissement, de perfectionnement personnel qui n'est pas simple, qui passe parfois par beaucoup de difficultés ou de pierres d'achoppement, et qui n'est pas un long fleuve tranquille, ou qui n'est pas le bonheur dont on pourrait avoir l'idée comme une forme de quiétude, d'harmonie personnelle, ce que va chercher le sage ou le moine dans une retraite, où il ne se confronte pas au monde d'une certaine façon, il se confronte à autre chose. Mais voilà. Donc, je reviens à ma phrase de Montesquieu. Vous êtes d'accord avec le début, notre désir de bonheur est parfois
rivalitaire, concurrentiel. Et l'autre partie de la phrase, nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne sont. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que ça gâche notre propre quête de bonheur alors? Dites-moi pourquoi. Parce qu'on voit plus facilement chez les autres que sur soi. On voit plus facilement le bonheur chez les autres que sur soi. Mais est-ce que c'est vraiment le bonheur qu'on voit? On voit une image du bonheur. Une image ça, c'est- extérieure. Oui. Alors il y a une phrase de Schopenhauer qui est laconique là-dessus. Il dit au sujet de l'image, toute chose est belle à voir, mais difficile à être. Et il dit le grand problème de la recherche de bonheur, c'est qu'on poursuit une image du bonheur. Et le bonheur n'est jamais une image. Il est soit un état, on a parlé, soit un mouvement, un dynamisme, une satisfaction dynamique des choses qu'on fait. Mais le problème du psychisme, de la conscience, de l'imaginaire collectif, c'est qu'il dépeint le bonheur sous la forme d'une représentation, d'une image. Donc on poursuit le bonheur comme ce qu'il n'est pas. Et donc on ne peut pas le trouver, si vous voulez. La recherche, elle est viciée, elle est biaisée d'emblée. Et la vie et l'existence est toujours plus difficile que l'image qu'on peut en donner, puisque l'image, elle est, comment dirais-je, dépourvue du fond psychique de la personne qui vit la situation. Hein, la peinture qu'on fait ou la représentation, elle est dépourvue de ça. Toute chose est belle à voir, mais difficile à être. Et on poursuit le bonheur comme ce qu'il n'est pas. C'est normal qu'on ne puisse pas le trouver si on le poursuit comme ça. Mais est-ce que, je rebondis un peu, je poursuis un peu sur le fil de la citation de Montesquieu, est-ce que l'un des problèmes du bonheur, on a parlé du consumérisme, un peu d'image stéréotypée, du désir concurrentiel, rivalité entre les individus, caractère social, des réseaux sociaux, moi qui ai enseigné souvent à des personnes de 18 ans, je pense que si quand je leur disais, vous savez, le bonheur, c'est se contenter. Je faisais le texte d'Épicure. Boire de l'eau fraîche quand il fait chaud est un vrai plaisir. Se contenter d'une certaine frugalité. Ils me regardaient. Je disais, oui, mais nous, dans l'existence, on veut plus, etc. Et c'est vrai que je me disais, bon, moi, j'ai commencé déjà à avoir un certain âge par rapport à eux. D'ailleurs, chaque rentrée, je leur disais, vous êtes de plus en plus jeunes. L'année dernière, vous étiez moins jeunes, et là, vous êtes encore de plus en plus jeunes par rapport à moi. Et ils me disaient, mais monsieur, si c'est ça l'existence, se contenter de ce qu'on a déjà, là, merci beaucoup. Bon, mais ils n'étaient pas forcément convaincus. Mais je leur disais, mais finalement, il y a un autre problème, c'est est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut dans la vie? Parce qu'en admettant qu'on ait des souhaits, des désirs, une volonté, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut pour être heureux ou pas? Tout évolue. Pourquoi est-ce que j'ai dit que le problème, c'est de savoir ce qu'on veut? Parce que je reviens à Kant dans un livre qui s'appelle « Fondement de la métaphysique des mœurs », c'est 1797, donc c'est la fin du XVIIIe siècle. Kant dit la chose suivante, je vous le cite, « Le concept de bonheur est si indéterminé, indéfini, que malgré le désir qu'a chacun d'y parvenir, il ne peut dire en termes précis et cohérents ce que vraiment il veut et il désire. Vraiment, il veut et il souhaite. » Pourquoi est-ce que Kant dit ça? Il dit ça parce que le bonheur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas, comment dirais-je, une idée rationnelle qu'on peut décomposer par l'analyse pour en tirer des règles techniques d'application, si vous voulez. Le bonheur, c'est un idéal de l'imagination. Ça veut dire qu'il n'y a, pour aller vers le bonheur, que, nous dit Kant, des recettes, des prescriptions appuyées sur l'expérience de la vie, la sagesse populaire, l'enseignement de nos aînés, le bon sens, qui peuvent nous guider. Mais il n'y a pas de science du bonheur, il n'y a pas de règles techniques du bonheur, il y a des recettes empiriques. Et il y a un caractère indéfini. Le deuxième problème, c'est, comment dirais-je, que nous sommes un être fini et que donc nous ne savons pas quels vont être les effets des actions qu'on va lancer dans le monde, qu'on va entreprendre. Il prend deux exemples. Il prend l'exemple de la santé. Tout le monde désire la santé, l'associer au bonheur, à juste titre. Mais il avance un paradoxe. Admettons que vous ayez la santé, vous soyez en pleine santé, et vous dites « je vais me lancer un défi, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait avant, et vous vous causez un accident grave. » Kant nous dit c'est paradoxal, puisque finalement, si vous aviez été en moins bonne santé, l'effet des actions que vous auriez entreprises n'aurait pas eu un effet aussi funeste. Donc quand on dit on est un être borné et pas omniscient, on entreprend des actions dans le monde, mais on ne sait pas quels vont être les effets de nos actions. Il y a la même chose avec la connaissance, on désire acquérir plus de sagesse, plus de connaissances, mais en même temps, plus de connaissances, plus de sagesse, parfois ça produit de la misanthropie, ça produit
une certaine forme comment dirais-je, de déréliction, de désillusion sur la nature humaine aussi. Ou par exemple, certains désirent la gloire, la célébrité. Souvent, c'était ça, mes élèves me disaient. On veut la gloire, la célébrité, l'argent, etc. Mais quand on regarde comment vivent les stars, parfois ils sont une grande misère existentielle, une grande misère morale, prennent beaucoup de substances et ils ont tout, mais ils sont pas heureux. Donc on ne sait pas ce que. Et puis surtout, en fait, nous sommes incohérents. Et là, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. On veut la quiétude, de la tranquillité, de l'harmonie. Et puis on veut la tempête des passions, l'excitation, le mouvement, le dynamisme. Alors quand on est dans un moment d'excitation, on se dit on est fatigué, on voudrait avoir le calme, la quiétude d'une relation plus apaisée. Puis quand on est dans une relation plus apaisée, on dit il n'y a plus le piment, l'excitation, l'inquiétude, le dynamisme. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas avoir tout et son contraire. L'équilibre, justement. L'équilibre. La recherche de l'équilibre. Mais alors, du coup, ça me permet d'enchaîner sur une autre proposition. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Je vais vous citer un texte de Rousseau où c'est une femme qui parle. C'est tiré de son roman Julie ou La Nouvelle Héloïse, donc roman du XVIIIe siècle. C'est Julie qui écrit, elle s'est mariée, elle est devenue Madame de Volmar. Elle écrit et elle dit la chose suivante, elle dit que le bonheur l'ennuie. Alors ça va plaire à Axel parce qu'il y a du mouvement, vous allez voir. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec la chose suivante. Je vous cite le passage. Vous pouvez retrouver le passage, même avec la première phrase, vous allez retrouver sur Internet sans problème. Hein. Tant qu'on désire, on peut se passer d'être heureux. Tant qu'on désire, on peut se passer d'être heureux. On s'attend à le devenir. Si le bonheur ne vient point, l'espoir se prolonge et le charme de l'illusion dure autant que la passion qui le cause. C'est-à-dire quoi? Vous désirez quelque chose, vous avez des attentes, vous avez des espoirs. Finalement, ça vaut aussi bien que le bonheur. Tant qu'on désire, on peut se passer d'être heureux. Je poursuis la citation. Ainsi, cet état se suffit à lui-même, et l'inquiétude qu'il donne est une sorte de jouissance qui supplée à la réalité, qui vaut mieux peut-être. Ça veut dire que quand on est dans le désir, dans l'attente, dans le mouvement, dans la quête, la recherche, on attend, on veut quelque chose, on fantasme quelque chose, ça vaut aussi bien que le bonheur. C'est une forme de jouissance. Vous me dire si vous êtes d'accord. Et elle ajoute, « Malheur à qui n'a plus rien à désirer, si vous avez tout. » Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Il perd, pour ainsi dire, tout ce qu'il possède. On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère. On est heureux qu'avant d'être heureux. Vous êtes d'accord avec cette idée, finalement? Le bonheur est décevant? Le bonheur n'est pas décevant, madame? Ça, c'est le principe du désir comme un manque. Donc, à partir du moment où le désir est comblé, c'est juste que. Oui, parce qu'en fait, il résonne à partir du désir et du manque, et quand le manque est comblé, il n'y a plus rien à désirer. Mince, on a tout ce qu'on voulait, et du coup, le bonheur n'est pas suffisant, n'est pas satisfaisant. Non, vous n'êtes pas d'accord? C'est le contraire du contentement. C'est le contraire du contentement, mais il dit finalement, à la limite, si le bonheur ne vient pas, je le reprends ces termes, le charme de l'illusion dure autant que la passion qui le cause. Et donc vous êtes dans une quête, dans un désir, dans un mouvement, dans un dynamisme, une excitation, une vitalité, une recherche, etc. Mais ça vaut aussi bien que le bonheur. Alors ça, c'est autre chose, se contenter de ce qu'on a. C'est une autre, c'est ce qu'on pourrait objecter. Mais elle s'ennuie, elle a tout. Elle a un mari qui est bien, elle a des enfants, elle a une situation confortable. Elle est heureuse, mais elle dit le bonheur m'ennuie. Est-ce que vous comprenez cette idée ou pas? Ah bon? Ah ben alors dans ce cas, en fait, selon ce personnage, et donc selon Rousseau qui écrit, le plus grand plaisir de possession, je sais que c'est un paradoxe, il est dans l'imaginaire. C'est-à-dire que le moment où on possède vraiment l'objet de notre désir, un état, une situation qu'on veut avoir, connaître, etc., obtenir, c'est dans l'imaginaire. Pourquoi? Parce que l'imaginaire nous rapproche de cette situation comme si on y était, et nous la livre entièrement au pouvoir, si vous voulez, de notre désir. Et donc on s'imagine déjà y être.
Et donc, on la vit déjà par anticipation, si vous voulez. Elle est parée, nous dit Rousseau, d'un certain prestige. Et prestige est à prendre au sens de la magie du prestidigitateur. L'objet est entouré d'une certaine aura, si vous voulez. Et au moment de la jouissance, il y a une phrase qu'elle prononce après, vous regarderez le texte, c'est quelques phrases après, elle dit « L'illusion cesse où commence la jouissance ». L'illusion cesse où commence la jouissance. Cet objet, cette chose, cette situation, etc. J'ai tellement voulu, attendu, fantasmé, paré de toutes les vertus, désiré, qu'au moment où j'en jouis, je la perds. Parce que l'illusion, finalement, c'est une désillusion, la possession ou la jouissance. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle dit on jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère, on est heureux qu'avant d'être heureux. Alors, comme disait Quentin, peut-être qu'elle confond l'être et l'avoir, justement. Parce qu'elle n'est pas dans l'être, elle est trop dans l'avoir, elle a obtenu une situation, un beau mariage, une vie de famille, etc., qu'elle vit comme l'avoir au lieu d'être dans l'être. Ça, c'est possible aussi. Mais vous voyez qu'il y a cette thèse quand même du bonheur décevant. Si le bonheur, ça n'est que ça, autant être toujours en quête, en mouvement, en projet. Et donc, on revient à cette idée du dynamisme de la mobilité, finalement. Oui, Hélène. Ça me soulève une question par rapport... Je croyais qu'il ne fallait pas se questionner. Je peux provoquer. Par rapport aux frustrations, la gestion des frustrations, ça, je sais pas, ça me fait soulever ce sujet-là. Tout à fait. Mais oui, non, mais c'est assumer la frustration si elle est dans l'excitation du désir, de la quête, du mouvement, de la conquête, de la poursuite. Mais effectivement, poursuivre le bonheur, c'est le perdre. Peut-être le bonheur, il est ici maintenant. Il n'est pas là-bas plus loin. Si je poursuis le bonheur là-bas plus loin, je veux qu'il est ici maintenant. Donc, si on accepte une frustration, Pas être passif, à attendre que les choses arrivent. Tout à fait, cette idée que le bonheur est actif. Alors Alain la défend dans un texte très célèbre qui se trouve dans Propos sur le bonheur. Et pareil, vous retrouverez le texte très facilement avec cette première phrase qui dit la chose suivante, « Faire et non pas subir, tel est le fond de l'agréable ». Mais parce que les gens jouissent des sucreries, veulent jouir du bonheur comme des sucreries qu'elles laissent fondre dans la bouche, voilà, textuellement c'est à peu près ça. On poursuit le bonheur comme une sucrerie qu'on voudrait laisser fondre, c'est-à-dire comme quelque chose de passif. On veut être heureux comme le fait de jouir d'un bonbon. Et Alain dit, mais alors je ne sais pas si vous en serez d'accord, parce qu'il dit finalement que le bonheur c'est faire des choses qui nous plaisent, donc être actif. Donc le bonheur n'est pas qu'un état. Le bonheur est un état résultatif d'une action. C'est une satisfaction dynamique des choses qu'on fait pour être heureux, pour être heureuse, et qui sont renouvelées par une action continue. Ce qui assure, comme disait Bruno tout à l'heure, la durée du bonheur. C'est la capacité à renouveler les actions qui produisent de la satisfaction. Mais Alain, dans un autre texte, dit la chose suivante. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Toujours dans Propos sur le bonheur, c'est un autre chapitre. Il a une phrase très célèbre. Il dit le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. Pourquoi ? Je présente sa pensée, vous me dites si vous êtes d'accord. Alain nous dit il faut trouver ce qu'on veut dans la vie, ce qui nous intéresse, ce qui éveille notre curiosité, notre désir, etc. Ça peut être des choses très différentes. Ça peut être quelque chose de très concret. Ça peut être la cuisine, le bricolage. Ça peut être l'amour des plantes, de la culture, l'herboristerie. Ça peut être quelque chose de très intellectuel. Ça peut être, je sais pas, les maths, l'érudition, l'apprentissage des langues étrangères. Enfin, passer par quelque chose qui éveille votre intérêt et qui est un domaine où vous pouvez apprendre. Et donc toujours être actif, dynamique, toujours d'une certaine façon progresser humainement et renouveler une action pour continuer d'approfondir quelque chose que vous aimez. Alain nous dit la chose suivante, attention, c'est à la fois ce que vous aimez, ce que vous désirez, ça apporte une satisfaction, mais ça ne va pas être un long fleuve tranquille, parce qu'il y a un moment pour progresser dans quelque chose que vous aimez, ça peut être les échecs, ça peut être tout ce que vous voulez, enfin je ne sais pas, vous allez rencontrer une résistance et des difficultés. Et Alain nous dit, lui c'est un grand lecteur, il prend l'exemple de Balzac, il dit, il y a des livres de Balzac, pour entrer dedans, c'est dur. Je dirais, au début, on ne prend pas de plaisir. Et puis tout d'un coup, on tourne des pages, on dit, c'est quand même génial. Il dit, ça veut dire que pareil, pour ceux qui font quelque chose qu'ils aiment et qui vont... Il y a des moments difficiles, compliqués, mais par étapes, on va continuer d'apprendre sur soi et dans le domaine.
on va dépasser des moments de frustration, de difficulté, dans le dynamisme de l'action, et c'est cet effort personnel de progrès qui va nous donner du bonheur, mais si vous voulez, pas de façon passive et qu'on ne peut pas attendre. Parfois, on va être surpris, on va dire « Ah, je sais pas, vous apprenez une langue étrangère, d'un coup, vous apprenez quelque chose qui vous plaît, ou vous réussissez quelque chose dans un domaine pratique, et voilà, vous vous réjouissez. » Donc le bonheur est toujours une récompense d'une action, mais qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. Si on ne cherche que le bonheur tout le temps, tout de suite, on va rechigner aux efforts qui vont nous donner de plus grands bonheurs. Est-ce que ça vous parle, cette idée-là? Oui, vous êtes plutôt convaincu de cette idée. Je vais finir par un paradoxe, parce qu'on n'a pas traité, je l'ai énoncé tout à l'heure, vous m'avez dit oui, puis vous êtes débarrassé du bébé. Hein, vous n'avez pas répondu pourquoi. Je vous ai dit, mais finalement, quand on regarde les gens comme ça, on n'est pas dans leur tête, bien sûr, on n'a qu'une image d'eux, on juge de l'extérieur, on se dit, mais finalement, la plupart des personnes ont tout pour être heureuses. De l'extérieur, hein, en apparence. Peut-être même qu'il y a des gens qui sont heureux sans le savoir. Et je vous ai cité cette phrase de Montesquieu, « Il faudrait convaincre les hommes du bonheur qu'ils ignorent, lors même qu'ils en jouissent. » Il faudrait convaincre les hommes du bonheur qu'ils ignorent, alors même qu'ils en jouissent. Est-ce qu'on peut être heureux sans le savoir? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on peut être heureux sans le savoir? Qu'est-ce qui fait que... moi, je crois qu'il y a un grand paradoxe là-dessus, mais est-ce que cette phrase vous parle, ou est-ce que pour vous, on est heureux? On le sait, on n'est pas heureux, on ne le sait pas. Mais on ne peut pas être heureux sans le savoir. Si on ne se pose pas la question, on passe. Si on ne se pose pas la question. Si on est vraiment malheureux, on le sait. Si on est vraiment malheureux, on le sait. Oui, ça c'est sûr. C'est pour ça que le bonheur, c'est si compliqué. Parce que si on est malheureux, on le sait. Si on est heureux, est-ce qu'on le sait aussi? Oui, excellent. Pourquoi est-ce que je vous ai cité cette phrase de Montesquieu? Parce que je pense que la conscience du bonheur, c'est souvent une conscience redoublée. C'est souvent une conscience redoublée, et il y a un auteur qui l'explique, qui explique ce paradoxe, qui est Schopenhauer. Pourquoi? Parce que Schopenhauer, alors là, vous ne serez peut-être pas d'accord avec sa définition, mais je la donne, parce que j'explique son paradoxe, puis après, voilà. Schopenhauer distingue le plaisir du bonheur, parce qu'il dit le plaisir, souvent, il s'obtient par négation. Par exemple, j'éprouve le plaisir de la liberté quand je suis libéré d'une contrainte. J'éprouve le plaisir de la santé quand je suis libéré de la maladie. Puis quand je suis libre depuis longtemps, le plaisir de la liberté, il s'émousse un peu, quoi, si vous voulez. Ou le plaisir de la bonne santé, je me lève, je suis en bonne santé, je me dis pas tous les matins, j'ai la pêche, je suis en bonne santé, je me réjouis. C'est la conscience redoublée, ça. C'est pas la conscience première. Donc le plaisir, souvent, il vient par négation, si vous voulez, d'un mal-être qui a précédé. Et c'est pour ça que Schopenhauer dit d'ailleurs qu'on ne jouit pas, on a du mal à jouir des 3 plus grands biens de la vie. Alors quels sont les 3 plus grands biens de la vie pour Schopenhauer, qui sont liés au bonheur? La santé, la liberté, la jeunesse. Et c'est quand on perd sa jeunesse qu'on se dit, mince, mais c'était pas mal quand même. Alors, et le bonheur, lui, il ne le définit pas comme une négation, il le définit plutôt comme une absence de souffrance. Le problème, c'est que justement, le bonheur ne se fait pas ressentir à la sensibilité, ne marque pas la sensibilité humaine. Il prend un exemple très célèbre pour l'exemple d'une heure de bonheur. Il dit une heure de bonheur, on la voit passer parfois sans se rendre compte du temps qui passe. Et c'est assez cruel, mais 1 minute de souffrance pèse plus dans la sensibilité humaine qu'une heure de bonheur. Donc le bonheur, il n'a pas d'incidence, si vous voulez, directe sur la sensibilité, contrairement au plaisir, pour Schopenhauer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être heureux, c'est une forme de non-être, c'est-à-dire que c'est pas le plaisir, il est présent, on le ressent, il nous marque, il nous voilà, comme la douleur d'ailleurs. Le bonheur, c'est plus difficile. Ce qui permet de se savoir heureux, c'est cette conscience redoublée. C'est-à-dire, nous dit, alors il avait écrit un art d'être heureux, Schopenhauer, parce qu'on dit souvent que c'est un pessimiste, mais il avait quand même prévu d'écrire un art d'être heureux. Il est mort avant. Bon, voilà, mort avant. Écoutez ça, écoutez, bon, voilà, personne n'est parfait. Mais il avait dit, mais il y a des techniques pour être heureux qui permettent cette conscience redoublée, de se réapproprier le fait d'être heureux. C'est, par exemple, de laisser passer dans notre imagination le voile du malheur. Vous revenez, on parlait du roman de Rousseau tout à l'heure, vous avez une famille, des gens que vous aimez, etc. Faites passer, la possibilité de leur perte et dans votre esprit. Et Schopenhauer nous dit, par contraste, vous pouvez de nouveau ressentir, si vous voulez, quelque chose qui va marquer votre sensibilité et qui va vous faire ressentir
une forme de plaisir ou de contentement à vivre ce que vous vivez. Donc vous voyez, il y a un paradoxe avec la conscience du bonheur, c'est que on peut peut-être être heureux. Vous savez, il y a des gens, par exemple, moi je trouve que c'est une super aptitude. Moi je ne l'ai pas toujours. Ils arrivent dans un endroit, et ils arrivent et c'est beau, et bon, les autres ils arrivent, ils s'installent, etc. Ils s'arrêtent, ils disent que c'est beau, on a vraiment de la chance. Ah ben ça c'est une conscience redoublée. C'est-à-dire que bon, les autres, dont moi, on va arriver, on va s'installer, on va penser, faire des choses. Eux, ils vont s'arrêter, ils vont commenter le moment, ils vont avoir cette conscience redoublée, ils vont appliquer, si vous voulez, leur esprit à ce moment, dire ouais, on a de la chance, on est ensemble, il fait beau, pas ce matin, mais bon, il fait beau, on a du temps, on est en bonne santé, on vit une journée super. Ils ne se le disent pas quand elle a fini, quand elle est finie, en se disant ah, c'était une super journée avant. Ils se le disent pendant. Donc ça, c'est quand même une aptitude aussi pour être heureux, c'est cette conscience redoublée et savoir, c'est pour ça que je disais qu'il y a une dimension d'exercice, travailler cette aptitude à redoubler le moment vécu. Hein.